Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens Pella Pelaka. Ici, nous prenons le temps de comprendre, de contextualiser, d'interroger les pratiques et les engagements autour de l'éducation aux médias et à l'information à partir de ce qui se fait sur le terrain. Mon invité aujourd'hui vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'EMI en Afrique. Badal Fourmo est journaliste, blogueuse engagée et fondatrice de Classe Pro, un réseau panafricain qui déploie des projets d'éducation aux médias, de citoyenneté numérique et de plaidoyer démocratique. Il y a quelques semaines, elle a été élue Africa représentative au sein de l'UNESCO 1000 Alliances, une reconnaissance majeure de son engagement et de son leadership. Badal Fourmo, bonjour. Bonjour Abir et bonjour à tous les éditeurs. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. On imagine votre agenda extrêmement chargé. Tout d'abord, Merci. félicitations pour cette élection en tant qu'Africaine représentative au Conseil mondial de l'EMI à l'UNESCO. Peut-être avant d'aller plus loin, revenir un peu sur comment s'est passée cette élection, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente du coup pour l'éducation aux médias. Merci pour les félicitations. Déjà, le processus il a été vraiment exigeant. Il y avait des profils qui venaient de partout dans le monde. Il y avait des profils extrêmement solides, des gens qu'on a l'habitude de voir aussi sur les réseaux sociaux et dont on apprécie, dont on est fan des actions sur le terrain. En rejoignant l'Alliance, bien sûr, on a un seul objectif, c'est de mettre un peu plus en avant les voix africaines. C'est vrai, oui, on est dans un standard mondial, mais aussi il faut qu'on vienne avec nos propres réalités. On ne doit pas juste s'arrêter, on ne doit pas juste suivre celle des autres et tout. On doit venir avec nos propres réalités. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on veut donc contextualiser les mythes dans un ancrage beaucoup plus africain. Et alors justement, cette réalité sur le terrain, qu'est-ce que c'est? C'est quoi faire de l'EMI au Cameroun, en Afrique? C'est vraiment compliqué parce que ici, on prend les mythes beaucoup plus comme quelque chose je vais dire ça comment, comme quelque chose d'abstrait en fait. Pourtant, ce sont des pratiques qu'on fait tous les jours. On ne sait pas juste nommer ce qu'on fait. Et maintenant, l'EMI, il vient donner donc une certaine lumière à ce qu'on fait. Les mises sur le terrain, c'est vraiment compliqué, mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ça avance. Déjà, il y a beaucoup de progrès. C'est vrai que les actions ne sont pas encore comme on veut, mais déjà, on ne doit pas minimiser celles qui sont faites parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Comme actuellement, je suis sur un projet avec Cameroun Media Plus où il est question de travailler avec des clubs journaux dans des établissements. Des clubs journaux, nous, dans notre langage, on appelle ça des médias scolaires. Donc, il est question de travailler avec eux pour essayer d'allier pratique journalistique et pédagogie. Donc, pour essayer de développer l'esprit critique de ces jeunes, pour qu'ils essayent de revoir leurs relations face à l'info, de vérifier et tout ça là-dedans. C'est un peu ça. Et tous les jours, on mène des actions dans ce sens. Déjà, il y a le réseau francophone d'éducation média et à l'information qui a publié récemment son premier référentiel. C'est une bonne chose. Il y a des associations qui essayent de créer des guides et tout. Donc, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est pas encore ce qu'on veut, mais déjà, on fait pas mal de choses. Et ça, vraiment, c'est à encourager. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on a l'impression qu'il y a une émulsion au niveau de ce pays, est-ce qu'on peut dire que le Cameroun est le berceau de l'EMI en Afrique? On peut le dire. On peut le dire déjà, on peut le dire pourquoi? Parce que avec Éduc Média de Blaise Pascal, je rappelle que c'est la première association d'éducation aux médias camerounaise. Moi-même, je me suis inspirée d'eux, je continue de m'inspirer d'eux pour essayer de promouvoir les actions de classe pro et tout. Oui, on peut dire que le Cameroun est déjà un hub de l'Afrique centrale, justement, de l'Afrique en général, parce que Educ Media a des antennes dans plusieurs pays et Classe Pro aussi a des antennes dans plusieurs pays. C'est vrai que Classe Pro est un peu plus large qu'Educ Media. Par contre, Educ Media, eux, ils ont déjà l'expérience, ils ont déjà la ressource, ils ont déjà le soutien, tout ce que nous, on cherche encore. Du coup, c'est super intéressant parce que ici, chez nous, on voit le fait d'évoluer ensemble comme une force. On fait la même chose, chacun avec
un volet bien différent. Par exemple, sur Edumedia, ils sont beaucoup plus entrés sur la formation des formateurs avec l'enseignement, l'intégration de l'EMI dans l'enseignement. Par contre, chez nous, on essaie de travailler beaucoup plus. On veut recentrer l'EMI dans des contextes, dans l'éducation informelle, dans les organisations de la société civile, dans la rue, dans les médias et tout pour faire un peu quelque chose de nouveau, pour ne pas dire juste que l'ENI, c'est à l'école et tout. Donc, pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, on essaie un peu de prendre un volet différent, mais en le recentrant et tout, ce qui fait que avec des antennes pays, on prend des expériences ancrées dans des pays pour en faire un réseautage africain. Par exemple, nous sommes en train de préparer le salon africain de l'éducation aux médias, le tout premier salon qui va se tenir ici à Douala. Donc, on est en train de discuter avec pas mal de bailleurs, avec CJ, avec le Clémy, avec l'ambassade de France au Cameroun. Donc, on est dans cette perspective-là. En tout cas, le salon, il va se tenir en octobre, avant la Semaine mondiale d'éducation aux médias. C'est super, hein. C'est noté en tout cas dans notre agenda en octobre, on sera à Douala. Revenir peut-être aussi sur, Classe Pro, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe au quotidien? Et puis concrètement, qu'est-ce que ça apporte dans la vie des personnes qui intègrent ce dispositif? Classe Pro part d'une urgence simple. Le déclic est venu en 2022, en 2021, fin 2021, début 2022. En tant que blogueuse, j'ai postulé à une formation sur euh, la vérification des faits. Le programme s'appelait AF Cameroun, Africa Fact Checking Fellowship. J'ai intégré dans la cohorte numéro 5. À l'intérieur, j'ai appris à vérifier les infos, à croiser les sources, bien au-delà de ce que la pratique journalistique nous a enseigné. Donc, c'est durant cette formation-là que j'ai découvert l'éducation aux médias et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon volet. Parce que avec mes co-promotionnaires, il y en a qui se sont spécialisés chacun en fonction de son domaine. Certains sont spécialisés en fact-checking sanitaire, d'autres en fact-checking culturel et tout. Moi, je me suis dit, déjà avant la formation, j'ai longtemps entendu parler de fact-checking, vérification des faits. Donc, j'avais au moins une idée de ce que c'était, même si je ne savais pas en profondeur de quoi il était question. Et donc, moi, je me suis dit, puisque tout le monde fait du fact-checking, pourquoi est-ce que je dois aussi faire du fact-checking juste comme ça? Je me dis que je dois essayer un peu l'éducation aux médias. Là, ça fait que c'est quelque chose de nouveau, donc c'est plus challengeant et avec le temps, on pourra gagner en expertise, en reconnaissance et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé donc de créer une page Facebook. À la base, c'était une page Facebook pour parler des tips sur comment bien utiliser les réseaux sociaux, pourquoi vérifier et tout. Et un bon matin, je suis tombée sur un post d'Educ Média. Je me suis dit, tiens, attends, il y a une association au Cameroun qui fait de l'éducation média et pourquoi c'est seulement aujourd'hui que je vois? Et donc, comme on dit, les algorithmes de Facebook et tout, voilà, donc je suis tombée sur une publication d'Educ Média et donc j'ai commencé à suivre la page, je me suis inspirée, je me suis dit, tiens, si c'est une association, ça veut dire que moi aussi, je peux légaliser Classe Pro, on peut être une association, on peut mener des actions comme ce que je vois partout et donc, c'est de là que tout est parti. J'ai essayé de rassembler mes quelques camarades journalistes, fact-checkers qui sont intéressés par les choses et c'est comme ça qu'on a lancé, on a fait des petits ateliers en ligne, en présentiel, avec des copains, des amis, des gens intéressés. Donc, c'est de là que tout est parti. Et après, justement, c'est un programme qu'on a lancé. Il y a des personnes qui m'ont contacté. Badal, ce que tu fais est bien. Nous, on aimerait représenter Classe Pro dans notre pays. Et c'est comme ça que c'est parti. La première représentation Classe Pro, elle a été lancée au Sénégal. C'était l'année dernière. C'était en octobre. Juste après le sommaire Africa Fact Summit auquel je prends part depuis 2 ans. Donc, après ça, après le sommet, c'est durant le sommet même, j'ai 2 amis avec qui je suis ambassadrice auprès de la Fondation de l'innovation pour la démocratie qui m'ont dit, tiens, Badal, depuis on te parle de Classe Pro, qu'on veut mettre Classe Pro au Sénégal. Ça tombe bien, puisque tu es au Sénégal, on te présente ce qu'on veut faire, voilà, voici notre ambition, voilà ce qu'on veut faire.
Et donc, voilà un peu comment on a lancé Classe Pro au Sénégal. Et puis, les autres, ils ont suivi dès ce qu'on a partagé sur nos réseaux sociaux. Ils ont dit, tiens, nous aussi, on veut représenter Classe Pro. Et donc, c'est de là que tout est parti. Et aujourd'hui, Classe Pro est un réseau panafricain. Et c'est pourquoi aussi, dans le cadre euh, du, du, du Salon africain de l'éducation aux médias, en abrégé Salemi, qui va se tenir en octobre, on a prévu avant le Salemi un pré-Salemi, c'est-à-dire une, une activité décentralisée entrer dans chaque pays, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Bénin, le Burundi et bien sûr Haïti, qui est notre toute jeune antenne. Et donc, on fera des activités ancrées dans des pays. Ce sera une section décentralisée, chaque antenne avec, avec ses réalités propres. Et puis, on va combiner donc toutes les perspectives et tout le rendu pour faire un livre blanc qui orientera donc les travaux du Salemi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à une... Et aussi, le Salemi se tiendra de façon hybride, en ligne et en présentiel à l'Institut français, parce que aussi, il va se tenir de façon hybride, parce qu'il y aura des retransmissions en direct depuis l'Université du Québec à Montréal, depuis l'École supérieure de journalisme à Lille, depuis l'Asie aussi. Donc, voilà un peu comment tout est né et voilà où on va parce que l'objectif, c'est vraiment de faire de mettre les nids sur tous les fronts. Vous l'expliquez au début, finalement, quand on parle d'EMI, ça semble très abstrait. Concrètement, vous, avec votre expertise, votre expérience du terrain, qu'est-ce que vous remarquez auprès des personnes, qui suivent, par exemple, Classe Pro? Est-ce qu'il y a un avant, un après qui est clair? Qu'est-ce qu'on peut dire, de ces pratiques, qui sont, formalisées? C'est vrai que je le disais encore ce matin, c'est vrai qu'on a beau avoir l'expérience du terrain, mais lorsqu'on est prêt, lorsqu'on va auprès des jeunes, auprès des femmes, auprès des communautés un peu marginalisées, on apprend une nouvelle expérience, on en reçoit une nouvelle expérience parce que c'est pas la même chose lorsqu'on est face à des journalistes, lorsqu'on est face à des personnes qui ont déjà une certaine vision de l'info globalement et tout. Du coup, ce qu'on retient généralement lorsqu'on va sur le terrain, c'est que les gens se disent que l'éducation aux médias, c'est quelque chose qui doit se faire ailleurs par ici. Ils se disent c'est trop beau pour être réel. Pourtant, c'est ce qu'on vit au quotidien, comme je le disais. C'est, tout cela part juste comment je vais dire, tout cela part des discussions quotidiennes, des discours de haine qu'on balance dans des phrases, on se met à rigoler, tout part de là, des violences, des paroles genrées, sexualisées et tout. Tout part de la désinformation, même qu'on commence à véhiculer depuis la maison, avant même d'arriver dans la rue, à l'école et tout. Du coup, les gens, ils comprennent pas que ça commence à la maison, ça commence par nous-mêmes en fait. Parce que au-delà de l'info qu'on reçoit, tout va aussi de comment on la reçoit, de comment, de la relation justement qu'on a avec l'information. Quand je reçois une info, quand je vais dire à quelqu'un, quand je reçois une info, quelle est la première chose que je fais? Il va te dire, bah, j'essaie un peu d'analyser. Quelqu'un d'autre va te dire, ça dépend de qui me dit, qui me passe l'info. Donc, vous voyez que les gens, ils ont tendance à vérifier quand ça ne les arrange pas. Ou alors, quand ça confronte leurs idées, ils prennent directement la réponse à qui ils prennent l'info pour juste et tout. Du coup, c'est un peu compliqué et c'est ce travail qu'on essaie de faire un peu au quotidien, d'amener les gens à développer leur esprit critique. Oui, justement, parce que lorsqu'on est critique face à une info, peu importe les liens qu'on a avec la personne qui donne l'info, peu importe qui l'info concerne, on essaie de mettre une distance comme le veulent les normes et donc, on essaie un peu d'être plus objectif. Voilà un peu comment on amène les gens. Et avec les tout petits, c'est un peu compliqué parce que ce sont des gens, ce sont des petits êtres qui sont toujours aptes pour des jeux. Du coup, on développe des petites actions, on développe des petits guides manuels, ludiques, où on apprend à développer l'esprit critique en riant, en bavardant, en jouant. Du coup, ça entre facilement. Lorsque vous formez des tout petits et que ce sont eux qui transmettent à leurs amis le message, il passe facilement que lorsque c'est une grande personne.
parce qu'il connaît facilement le langage de ses amis et donc quand il va parler, il va prendre des exemples dont il parle tous les jours. Ça va facilement passer que lorsque c'est une grande personne. Et donc, on essaie donc juste de s'adapter en fonction des publics, en fonction des habitudes pour essayer de passer le message. Il y a donc ce conseil mondial, hein, qui a été constitué il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez rencontré, les autres, membres élus? Est-ce que vous vous êtes, déjà vus? Est-ce que vous avez déjà défini des priorités? Non, on ne s'est pas encore vu, mais la première réunion, elle va se tenir le 11 février, ça sera en ligne. Je sais qu'on se rencontre d'habitude physiquement au moment de la semaine mondiale de l'éducation aux médias en fonction du lieu où se tiendra l'édition de cette année en tout cas. Et concernant les priorités, c'est vrai que chacun il vient avec ses propres priorités et maintenant on essaie juste de tabler en fonction des régions, en fonction des provenances pour essayer pour essayer d'être sur une même longueur d'onde. Et maintenant, c'est à chacun de savoir comment intégrer dans sa région et tout. Par exemple, avec Blaise Pascal, nous, on a déjà tenu notre première réunion. Donc, on a tenu notre première réunion et on s'est fixé des objectifs qu'on essaiera de mettre en pratique, bien sûr, avec l'accord des autres. Et l'une de nos principales missions qu'on s'est fixées, c'est justement d'essayer d'intégrer dans nos actions, d'essayer de rassembler les acteurs d'éducation aux médias et à l'information de l'Afrique anglophone, lusophone, tout ça, parce que vraiment, les francophones, ils sont nombreux, ils prennent le pouvoir et tout, mais bon, on veut quelque chose d'intégré, on veut quelque chose d'inclusif. Et voilà, un peu, on est en train de travailler sur ce volet-là. Pour vous, quelles sont les urgences de, 2026? Pour moi, la première urgence, justement, c'est de recentrer l'EMI, auprès des publics non formels. Parce que je me dis, si on renforce l'EMI au sein des publics non formels, on ouvre aussi une autre perspective. Parce que oui, on est beaucoup plus centré, même au sein de l'UNESCO, on est beaucoup plus centré sur l'éducation formelle. Mais je me dis, si on essaie aussi d'ouvrir un volet éducation non formelle, ça fait qu'on évolue au même moment. C'est vrai, on ne peut pas refaire l'éducation d'un adulte, mais au moins, on peut le faire changer, on peut le faire comprendre un certain nombre de choses. Et du coup, au même moment que les enfants, ils apprennent cela à l'école, ceux de l'éducation non formelle, ils peuvent l'apprendre dans la rue, dans leur bureau et tout, en fonction des perspectives, en fonction des réalités et tout. Ce qui fait que ça prépare tout le peuple vers une même vision, en fait. On essaie de faire de l'EMI, par exemple, un acte d'engagement. On peut partir de l'EMI pour s'engager concrètement. Par exemple, on a été victime d'une fausse info entre amis, même à l'école et tout, qui a fait un petit buzz là et tout. On peut partir de cette expérience pour s'engager profondément dans l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, c'est ce genre d'action-là qu'on veut. C'est ça, nos urgences pour 2026. C'est ça ce qu'on veut parce qu'on se dit aussi en travaillant sur ce volet de vérification de l'information, là, on part sur de bonnes bases. Parce que si quelqu'un sait déjà que lorsque je reçois une info, peu importe qui me donne l'info, je dois la vérifier avant de la partager. À défaut de ne pas la partager, au moins, on réduit la désinformation et donc on promeut un peu la paix, la cohésion. C'est bien pour la société, on en a besoin en tout cas. Est-ce que vous êtes, inquiète ou pleine d'espoir pour l'avenir? Inquiète ou plein d'espoir? Je dirais, je suis lucide et je crois profondément que face à l'IA qui est là aujourd'hui, à l'IA qui essaie d'apprendre pas mal de choses, l'IA qui vient hem, avec ses réalités aussi, l'IA qui vient avec ses besoins, avec ses transformations qu'il apporte dans différents domaines. Je me dis, on a le droit d'être un peu inquiet, mais si on insiste dans le développement de l'esprit critique, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. C'est vrai que la désinformation et tous ces mots-là, tous ces désordres informationnels, ils ne partiront pas d'un seul coup magique, non, mais
ce sont des actions quotidiennes, des petites actions quotidiennes qui permettent justement d'atteindre un grand cap. Et on se dit en parlant tous les jours, en mobilisant, en renforçant les capacités, en promouvant et en formant des gens à développer leur esprit critique, justement, on peut arriver à de bons résultats. À quoi va ressembler les prochaines semaines pour vous en termes, d'actualité, en termes d'action sur le terrain, en termes d'agenda? L'actualité va ressembler à beaucoup de ponts à construire. Beaucoup de ponts à construire entre réseaux, beaucoup de ponts à construire déjà d'abord entre réseaux africains, local et puis international, oui, parce que depuis l'élection à l'Alliance, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de badal, on veut collaborer, il y a beaucoup d'urgence, il y a beaucoup de sollicitations et du coup, on ne doit pas sortir du terrain parce qu'il faut être lucide, il faut continuer à mener des actions et donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il y aura beaucoup de ponts à construire et donc les activités pour cette année officiellement, ils démarrent le mois prochain, ils démarrent par le pré-Salémie qui sera lancé officiellement à travers un concours de dessin d'éducation aux médias et à l'information avant les activités sur le terrain et tout. Voilà un peu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? On peut souhaiter beaucoup d'engagement, beaucoup de lucidité et surtout beaucoup d'ancrage local avec ouverture vers le monde. Merci beaucoup, Badalfon, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir, oui. On espère vous avoir là pour la toute première édition du Salon africain de l'éducation mutuelle. On a bien noté, dans notre agenda, en tout cas. Bon courage pour ces, nouvelles fonctions. On se retrouve bien évidemment, très vite. À très bientôt pour un nouveau numéro des entretiens, Pella Pellaka. D'ici là, continuons à nous questionner sur l'information, à partager nos doutes et à cultiver la pensée critique. À très vite. Très vite.